Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir le politologue Julien Mérion. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'année 2017 a été une année électorale majeure. On a eu 3 élections qui se sont succédées. D'abord les élections présidentielles, puis les législatives, puis les sénatoriales. De nouveaux visages sont ressortis des urnes. Est-ce que, selon vous, ces nouvelles personnalités politiques, à l'exception de Victorin Lurel, qui est passé de l'Assemblée nationale au Sénat, ont réussi leur entrée à l'Assemblée comme au Sénat? Alors, d'abord, sur l'année électorale elle-même, il y a un certain nombre d'enseignements à tirer, je pense. Le premier enseignement, c'est la faible mobilisation des électeurs, des citoyens d'une manière générale. Une abstention record pour, aussi bien pour les pour tous les scrutins. que pour les législatives. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement majeur qui me semble important, c'est de remarquer combien les partis traditionnels aujourd'hui sont à l'épreuve. De façon systématique, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient locaux, qu'ils soient nationaux, ils sont aujourd'hui mis à mal dans la nouvelle donne politique. Et le troisième enseignement majeur, et vous l'avez souligné, c'est le renouvellement quasi intégral. Il faut souligner que ni aux législatives, ni aux sénatoriales, aucun des sortants ne s'est représenté. Alors, est-ce qu'ils ont réussi? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est parce qu'on n'en voulait plus et qu'ils ont senti qu'on ne voulait plus d'eux et qu'on voulait du renouveau? Il y a certainement une part de cela. Il y a une part de cela très certainement. Et il y a aussi le fait que, à mon avis, l'élection était conditionnée par 2 scrutins précédents. Elle était conditionnée par l'élection régionale de 2015 qui produit encore un certain nombre d'effets. Il y a un autre changement. Et était conditionnée aussi par les présidentielles puisque, incontestablement, elle changeait la donne en ce qui concerne les leaderships partisans. Donc, est-ce qu'ils ont réussi leur entrée? Ils ne sont pas tout à fait novices en politique, il ne faut pas croire non plus. On les connaissait déjà. On n'a pas affaire, si vous voulez, à des... En tout cas, ils n'avaient jamais accédé à un mandat national. D'accord, mais enfin, qui avaient quand même derrière eux une bouteille de 2 ou 3, 4 ans, 3 4 mandats exercés ça et là, et qui s'exercent au mandat national. Alors, 2 choses. La première, c'est qu'ils ont voulu inverser un peu la donne en faisant en sorte que le député soit dans la proximité, notamment pour les députés, en étant dans la proximité. Ça, c'est la première chose. Dès le départ, ils ont affiché qu'ils voulaient déjà travailler ensemble. D'ailleurs, est-ce que c'était une bonne stratégie? Problématique. Ça dépend. Est-ce que ça va tenir sur la durée? J'en sais rien. Pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que la population aime bien l'unité. Dans l'opinion, on aime bien cette unité. Maintenant, quant à savoir est-ce que cela peut tenir sur la durée, c'est compliqué, parce que Olivier Servat dans la majorité présidentielle, finalement, au MoDem, ils sont Justine Bénin comme Max Mathiazin sont plus libres. Ils sont apparentés MoDem, mais ils sont quand même plus libres. Oui. Ils ont le droit d'être plus critiques à l'égard du gouvernement. Et puis Hélène Vainqueur-Christophe, qui elle, est dans la nouvelle gauche. Donc, si vous voulez, il y a de toute façon une obligation pour eux de résultat. L'obligation de résultat ne passe pas par des solistes. Elle passe nécessairement par une action concertée. Et s'ils veulent aujourd'hui avoir un minimum de crédibilité, ils ont tout intérêt à avoir cette action concertée. Et elle me paraît indispensable. Donc, de ce point de vue-là, ils ont un peu changé la donne puisque les députés étaient un peu éloignés des préoccupations quotidiennes des gens. Et ça, ils essaient, par des visites qu'ils font sur le terrain, par un certain nombre de réunions, de rencontres, etc. De montrer à quoi sert un député et qu'ils sont utiles et montrer qu'ils travaillent. De donner une prise, j'allais dire une prise citoyenne et populaire beaucoup plus forte à la fonction de député. Alors, il y a un sujet qui pourrait être abordé sans doute en 2018, mais qui est soigneusement évité aujourd'hui, en tout cas par Harry Chalus et Josette Borrell-Lincertin, c'est la collectivité unique. La Guyane, la Martinique sont désormais des collectivités uniques. Nous, il va bien falloir qu'on y arrive un jour. L'État va nous contraindre à le faire, non? C'est le risque. C'est le risque incontestablement aujourd'hui. Bon, il ne faut pas se cacher la phrase. On vit aujourd'hui sous l'angle de ce que j'appelle le traumatisme de 2003. On doit dire, l'élection, la consultation, où les jeux avaient été faussés pour des raisons politiciennes. Les majoritairement rejeté cette collectivité unique. Non, je reformule mon propos. Le jeu avait été truqué par des démarches politiciennes. C'est-à-dire, on avait fait croire aux gens ce qui n'était pas la réalité. Et aujourd'hui, même ceux qui voudraient toucher savent très bien que ils ont placé une bombe à retardement et tout le monde a peur d'y toucher. Maintenant, comme vous le dites, le gouvernement est dans une logique de fusion, d'économie, de rationalisation surtout de la décision politique. Et à cet égard, je crois que il va falloir nécessairement y penser. Alors,
pour l'heure, rien ne peut contraindre les collectivités à aller dans le sens d'une fusion, en tous les cas d'une collectivité unique. Deux conditions sont obligatoires. La première, c'est qu'il y ait une demande qui émane des élus locaux. Oui. Pour On l'instant, n'entend pas. On n'entend pas. Et deuxièmement, il faut une consultation de la population. Les deux conditions n'étant pas réunies pour l'instant, et rien n'impose qu'elles le soient, donc on peut encore rester quelque temps sur ce chapitre-là. Ça voudrait dire, par ailleurs, que si le gouvernement, lui, entend aller un peu plus loin, il peut utiliser la réforme constitutionnelle et imposer que le gouvernement choisisse lui-même les formes institutionnelles que peuvent prendre tel ou tel département. On sent bien venir un certain nombre de problèmes de ce type, notamment ce qui concerne l'Alsace, en ce qui concerne la Bretagne, où le système actuel est complètement, si vous voulez, à côté des préoccupations. Donc il y a des écueils à éviter. Alors, du pouvoir, les élus ne cessent d'en demander plus. Ils veulent souvent plus d'autonomie, sachant pourtant, quand on regarde certains dossiers qui n'avancent pas, comme l'eau et les déchets, ils ne montrent pas qu'ils sont compétents pour réussir à les régler. Alors, est-ce qu'il faudrait donner plus de pouvoir? Est-ce qu'il faudrait encore décentraliser davantage le pouvoir et donner plus de pouvoir à nos élus locaux? Oui, alors moi je pense que le problème n'est pas de donner plus ou moins. Le problème, c'est qu'ils ont déjà ces pouvoirs-là. Ils les ont. C'est-à-dire qu'on n'a pas à leur donner. Ils ont la compétence pour l'eau, ils ont la compétence pour les déchets, ils ont la compétence pour les routes, ils l'ont. Donc, ils ont à les mettre en œuvre. Donc, maintenant, le plus qu'ils peuvent demander aujourd'hui, c'est en termes de moyens financiers pour pouvoir les exercer véritablement. À mon sens, aujourd'hui, on est en train de changer de paradigme, on est en train de changer de période. Oui. Pendant longtemps, la revendication, ou en tous les cas la réponse gouvernementale, tenait sur la question de l'égalité, faire en sorte que on ait un traitement égal et équitable à ce qui se passe en métropole. Ce n'est pas l'objectif de l'actuel gouvernement. Non. L'objectif de l'actuel gouvernement, c'est la responsabilité. Oui. Il faut que vous soyez responsable. Et donc adapter les politiques. Il n'est pas hostile à adapter les politiques. Et assumer surtout les politiques qui sont sur les territoires. Et je crois que cette donne impose un changement de discours. D'ailleurs, on commence à le sentir. Moi, quand j'entends parler un certain nombre d'élus, ils sont obligés d'épouser le discours de la responsabilité progressivement. Alors, maintenant, ils épousent le discours de la responsabilité. Oui. Est-ce que, maintenant, ils vont être à même de l'assumer pleinement et entièrement? C'est toute la question. C'est une évolution, mais c'est clair, si vous voulez, qu'on est en train de changer d'étape et de phase. Oui, voilà. Merci beaucoup, Julien Mérion, d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de Questions Directes. Tout de suite, l'information continue sur ATV avec le journal de la rédaction. Bonne soirée.